Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des oiseaux avec un concept qui est assez formidable parce que c'est un couple que je vous présente, l'ornithologue et la philosophe, donc Philippe Jacques Dubois et Élise Rousseau. Donc vous allez tous les deux évidemment nous raconter un petit peu votre parcours avant qu'on parle des oiseaux. Ils ont eu cette idée, je trouve vraiment formidable, de voir comment l'attitude des oiseaux peut nous inspirer finalement des attitudes philosophiques ou des principes de vie. Donc ils ont écrit cette petite philosophie des oiseaux qui cartonne, traduite en 16 langues, alors là je suis bluffée. Donc c'est un livre qui marche formidablement bien. Et donc je vous propose, avant qu'on rentre tout de suite pour parler des oiseaux, déjà de vous présenter tous les deux et de dire un petit peu ce que vous faites, parce qu'il n'y a pas que les oiseaux que vous aimez, il y a pas mal d'autres animaux. Donc vous te présentez, puis après on va tout de suite partir sur ce sujet formidable des oiseaux. Élise. Bonjour, alors donc moi je suis Élise Rousseau, je suis passionnée effectivement de nature et d'animaux depuis l'enfance, mais aussi je suis passionnée par les livres et l'écriture. Donc j'ai fait des études de philosophie et littérature. Ensuite, pendant des années, j'ai travaillé pour la protection de la nature, notamment à la Ligue pour la protection des oiseaux, sur les rapaces notamment. Mon autre grande passion, comme dirait Omar Sharif, c'est les chevaux. J'ai des chevaux à la maison et c'est aussi une grande source d'inspiration. Les oiseaux, bien sûr, au quotidien. Moi, je ne suis pas ornithologue comme Philippe, mais j'observe aussi beaucoup les oiseaux. Alors, j'ai aussi des poules dans le côté oiseaux domestiques. Vous avez écrit un livre sur les poules? Oui, j'ai aussi écrit un livre sur les poules. Et en fait, les oiseaux font vraiment partie de mon quotidien et de notre quotidien, et avec beaucoup d'observations. Et donc voilà, je suis devenue auteur de livres, aussi auteur de bandes dessinées sur toujours les problématiques environnementales. Et donc voilà, l'idée de ce livre, c'était vraiment d'allier notre observation quotidienne des oiseaux avec un petit peu les petites leçons de sagesse qui peuvent nous inspirer au quotidien, puisque nous, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Philippe Dubois. J'ai un parcours un peu atypique parce qu'au départ, je suis chirurgien dentiste, donc rien à voir avec les oiseaux, quoique. Comme ça ne m'intéressait pas, je suis allé quand même jusqu'au bout. Et puis ensuite, j'ai fait un 3e cycle d'écologie animale à Normal Sup à Paris. Et donc ça a été vraiment... J'ai pu retrouver la passion que j'avais depuis toujours, parce que c'est les oiseaux depuis tout petit, c'est aussi les vaches, aucun rapport avec les oiseaux non plus, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, puis c'est pas le lieu. Mais voilà, donc professionnellement, je travaille toujours à la Ligue pour la protection des oiseaux, c'est là où j'ai connu Élise, en charge de toute la problématique oiseaux et changement climatique, donc sujet d'actualité s'il en est. Et puis j'ai une autre casquette, deux autres casquettes. Une autre casquette qui est que je dirige les éditions de Lachaud et Niestlé, qui sont des éditions de livres naturalistes qui ont 150 ans et qui sont plutôt connus, puisqu'on est quand même les leaders sur le marché, et puis on est là depuis très longtemps. Ça, c'est la passion du livre. Et puis la 3e casquette, c'est justement que j'écris des livres, aussi bien sur les oiseaux que sur les grandes problématiques. J'ai écrit notamment un livre sur l'amnésie écologique, qui est un sujet aujourd'hui qui est très en avant, très d'actualité. Je suis intéressé aussi par toute la problème de solastalgie, c'est-à-dire quand le pays nous quitte et quand on ne se retrouve plus dans notre propre pays, d'ailleurs qui rejoint aussi la philosophie des oiseaux d'une certaine façon. Et puis j'ai une oreille attentive, sûrement comme vous, sur ce qu'on appelle d'un nom aujourd'hui la collapsologie. Voilà, parce que je suis aussi un ornithologue de terrain depuis un demi-siècle. J'ai commencé très jeune et que je suis très vieux. Je suis vraiment un ornithologue de terrain. Je continue à faire des voyages, des expéditions, des études. Je suis souvent dehors, donc j'ai pour moi un demi-siècle de recul sur l'état des populations des oiseaux. Et comme c'est pas fameux, il faut en témoigner rapidement. Justement, donc on va en témoigner. On a Sabine Bernard qui nous fait le plaisir et la gentillesse de nous mettre des photos pour illustrer. Donc on a régulièrement des beaux oiseaux.
pour illustrer nos propos. Alors on va démarrer tout de suite avec un des thèmes dont vous parlez, c'est la famille. C'est passionnant chez les oiseaux. Donc ce que je vous propose, c'est que Philippe, tu puisses nous parler en tant qu'ornithologue et que Élise reprenne après en tant que philosophe. Donc est-ce que déjà tu peux nous expliquer les différents types de familles, les monogames, les fidèles, les infidèles, les trios, les duos, enfin bon, c'est extrêmement libre de mœurs. Ils auraient l'air d'être beaucoup plus cool que chez nous. Et nous donner quelques exemples d'oiseaux, notamment des oiseaux qu'on connaît, peut-être que comme ça le public peut s'identifier. Oui, alors donc, en fait, jusque dans les années 60, à peu près, on considérait que les oiseaux, à l'image du cygne ou des tourterelles, c'était des espèces qui étaient monogames et très fidèles, le couple étant lié pour la vie, le mâle se chargeant d'amener la provende, assez jeune, etc., etc. Les études ont un peu démontré que c'était plus complexe, pour le dire de cette façon-là. Et pour faire très court, parce que ça ferait une conférence entière, pour faire court, on s'est aperçu que finalement la majorité des espèces d'oiseaux n'étaient pas du tout monogames, mais plutôt polygames. Et que parfois ils étaient même très polygames, c'est-à-dire qu'en fait les mâles pouvaient être polygynes, c'est-à-dire plusieurs femelles, et les femelles pouvaient être polyandres, plusieurs mâles. Voilà pour ce qui cause. Alors il y a quand même quelques espèces qui sont fidèles. On sait que les oies cendrées, les cygnes, donc ce qu'on appelle les anatidés, sont plutôt des espèces monogames, c'est-à-dire le couple est lié pour la vie. Mais la majorité aujourd'hui est considérée comme plutôt polygame. Un petit point sur l'homosexualité aussi. On s'est aperçu qu'en fait il pouvait y avoir non pas des espèces qui étaient homosexuelles, sinon elles n'existeraient plus, mais des couples au sein des espèces qui peuvent être homosexuels. Et puis, la vision du mâle étant le mâle qui s'occupe de tout, on s'est aperçu pour certaines espèces, alors c'est plutôt chez les limicoles, c'était dans la famille des bécassos, des pluviers, etc., où les femelles étaient, c'était en fait les femelles qui dirigeaient tout, c'est-à-dire c'était elles qui avaient le beau plumage nuptial. C'est elles qui choisissaient leur mâle. Par exemple, chez le phalarope à bec large, ou chez le pluvier guignard, qui sont donc ces espèces de petits échassiers, la femelle a le plumage nuptial, le mâle a un plumage beaucoup plus terne. Elle s'accouple avec un mâle, et puis elle pond. Elle lui laisse les œufs qu'il va couver, il va élever les jeunes, et puis elle va trouver un autre mâle, et elle va ensuite donc faire la même chose avec l'autre mâle, et ainsi de suite. Alors il y a quand même une finalité, et je m'arrêterai là, c'est pas gratuit, c'est pas juste pour le plaisir. Pourquoi il y a on va dire une polyandrie ou une polygynie, une polygamie chez les oiseaux? C'est tout simplement que quand vous avez plusieurs mâles, quand vous avez plusieurs femelles, je ne vais pas vous faire un discours pour essayer de vanter la polygamie. Hein. Je vous raconte les faits. Soyons très clairs, alors je préfère. En fait, plus vous avez de partenaires, plus vous avez la chance, en termes de probabilité, de tomber sur un partenaire vigoureux, fort, en bonne santé. Et donc, plus vous avez tout simplement de chances d'avoir une progéniture qui va survivre, qui sera en bonne santé, qui sera bien adaptée aux contraintes de l'environnement. Et donc, en fait, c'est tout simplement cette façon de voir les choses et qui fait que une espèce, pour sa survie, a tout intérêt à multiplier les chances du succès de reproduction. Voilà. Pourquoi les femelles, pourquoi certaines espèces sont plutôt polyandres que d'autres? C'est exactement la même chose. Il se trouve que c'est inversé, mais qu'en fait, en ayant plusieurs partenaires mâles, une femelle a plus de chances de trouver le bon mâle qui va ensuite pouvoir, comment dirais-je, avoir donc chance pour la pérennité de l'espèce. Je terminerai juste par un exemple d'un petit oiseau, parce que je trouve que l'histoire est absolument extraordinaire. C'est l'accenteur mouchet. Alors pour ceux qui ont des jardins, vous devez connaître l'accenteur mouchet. C'est une espèce de petit oiseau brunâtre, un petit passereau qui ressemble à un moineau, qu'on appelle le train de buisson, parce qu'il est toujours en train de se balader, comment dirais-je, dans les jardins. Il péponne, mais il a un joli chant un peu fort, il chante dès février. Mais
L'accident de mouchette, alors lui, c'est incroyable. C'est vraiment le pire de pire, parce qu'en fait, c'est l'orgie totale toute l'année. C'est dingue. Les mâles ont plusieurs femelles, les femelles ont plusieurs mâles, et alors surtout, il pousse la perversité, c'est-à-dire que quand un mâle rencontre une femelle, la première chose qu'il fait, c'est lui pincer le cloaque. Comme entre en matière, c'est pas terrible. Pourquoi il lui pince le cloaque? Tout simplement qu'en pinçant le cloaque, il provoque chez la femelle une espèce de spasme, où ce spasme a donc de bonnes chances de rejeter les spermatozoïdes du mâle précédent. Comme ça, après, il peut mettre les siens jusqu'au prochain mâle qui, évidemment, pincera le cloaque, etc. Donc, là aussi, c'est pas pure orgie, et ça serait une transition philosophique, c'est pas pure orgie. On s'est aperçu que chez les accenteurs mouchets, plus les conditions, par exemple, au printemps, il y avait peu d'alimentation disponible, il y a peu d'insectes, plus ils vont être orgiaques, et plus il y a d'insectes au printemps, plus les couples ont tendance à être fidèles. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que moins il y a d'insectes, plus les mâles et les femelles vont tendance, comme je vous l'ai expliqué il y a un instant, à aller à droite à gauche pour essayer de trouver le bon mâle ou la bonne femelle qui va pondre les bons œufs, ou le bon mâle qui va apporter la nourriture aux oisillons. En revanche, il y a plein de nourriture partout, et les oiseaux n'ont pas forcément besoin d'aller trouver beaucoup de partenaires, puisque la nourriture étant facile d'accès, il suffit des deux partenaires pour élever la nichée. Voilà très rapidement un petit balayage. Qui est passionnant parce que je trouve qu'on démarre tout de suite déjà sur un vrai débat de société et débat philosophique. Donc, il y en aura d'autres après, hein, et là on a vraiment en effet envie d'avoir l'interprétation d'Élise Rousseau à une époque où on est encore en train de discuter, où il y a encore beaucoup d'homosexualité martyrisée dans le monde. Enfin, on est quand même très, très coincé sur ce sujet-là. Cette liberté de mœurs des animaux, parce qu'il n'y a pas que les oiseaux, est absolument extraordinaire. Excusez-moi, juste pour l'homosexualité, j'ai oublié de dire qu'elle est à cause de l'homosexualité. C'est de la stratégie. C'est la stratégie, c'est souvent parce qu'une femelle a perdu son mâle, le mâle a été tué ou mangé par un prédateur, elle est en train de couver, et donc elle va choisir une autre femelle, parce que l'homosexualité c'est souvent entre femelles, pour remplacer le mâle, donc la femelle va devenir le mâle, c'est-à-dire va surveiller le nid, va alarmer s'il y a un prédateur, mais le succès de reproduction en général est très faible, parce que la femelle n'a pas les mêmes, si vous voulez, n'est pas construit de la même façon pour notamment protéger le territoire. Mais chez les cygnes noirs, c'est beaucoup d'homosexualité du mâle, pour justement mieux protéger le bébé, c'est ce que j'avais lu, hein, c'est ça. Donc Élise Rousseau, alors comment est-ce que, en tant que philosophe, vous pouvez interpréter à la sauce humaine, si je puis dire, toute cette extraordinaire liberté, ce dynamisme sexuel et reproductif des animaux et des oiseaux? Alors c'est vrai que nous, le principe de notre livre, c'est de s'amuser à faire un peu des parallèles entre les oiseaux et puis nous les hommes. C'est vrai que sur toutes ces questions un peu de société, parce que nous, tout ce qui est les questions familiales sont des questions en fait très culturelles et très construites au fil des temps et au fil des sociétés. Chaque société humaine n'a pas les mêmes idées sur toutes ces questions. Et en fait, souvent les personnes qui disent oui, mais qui sont pour un schéma traditionnel et classique en fait de la famille, invoquent toujours la nature. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la nature, c'est très souple en fait. Et en fait, la nature, souvent l'idée, c'est la meilleure stratégie possible pour élever le jeune. Et après, peu importe les moyens, l'important c'est que le jeune puisse être élevé. Je vais vous raconter une petite histoire moi, qui m'a beaucoup amusée dans mon poulailler. Donc, j'en reviens à mes petites poules. J'avais une petite poule qui voulait couver absolument, j'avais pas de coq à ce moment-là. Donc je lui ai trouvé un œuf, donc déjà c'était un œuf adoptif, on va dire. Mais ces deux copines poules, on considérait que c'était trop bien cette histoire d'œuf et elles voulaient couver avec elle. Donc elles se sont mises toutes les trois à couver. Je me suis dit, mais mince, comment ça va se passer? Quand le poussin va éclore, elles vont se disputer, mais pas du tout. Le poussin a éclos, elle l'avait couvé à 3. Et elles l'ont élevé à 3 jusqu'au bout. Il n'y a eu aucune dispute, il a eu 3 mères en fait. Et moi je m'étais incapable de dire quelle était la vraie mère adoptive de ce poussin, et le poussin lui-même a eu 3 mères jusqu'au bout qui se sont totalement réparties le travail. Et c'était très rigolo, alors c'est anecdotique bien sûr, mais ça montre à quel point en fait la nature peut être souple et étonnante en fait. Et bien sûr si ça se passait chez nous les humains, d'avoir 3 mères, ça serait tout de suite, ça poserait toutes sortes de questions. Donc c'est vrai que la question des... quand on voit chez les oiseaux, mais ça peut être aussi le cas bien sûr chez d'autres animaux, en fait, il y a plein de
de cas particuliers, de choses qui se passent, quoi. Donc c'est vrai que ça nous pose question aussi sur des questions de tolérance, puis de se dire la nature comme avocation absolue de ce qu'on doit faire, c'est pas forcément vaut mieux à la limite faire ses choix culturels. Après c'est les idées de chacun, le débat de chacun, mais la nature elle-même a plein de solutions à comment on élève un jeune finalement. Et alors, en tant que philosophe, comment vous expliquez justement qu'on soit aussi coincé dans des schémas, qu'on se réfugie dans ces schémas et qu'on n'arrive pas à en sortir? Parce qu'on est des animaux, nous aussi, on est la nature, elle fait partie de nous, donc pourquoi on a tant de mal à être aussi libre finalement et aussi facile que les oiseaux? Mais alors ça, c'est justement toute la question culturelle, en fait, c'est des questions qu'on a construites, qu'on a beaucoup construites avec la religion, qu'on a construites aussi avec plein de... Il y a plein de choses, par exemple, ce qu'on oublie souvent, c'est que, par exemple, je pense à quelque chose, mais le fait de pousser beaucoup à la natalité, c'était très lié à l'armée pendant longtemps. En fait, l'armée avait besoin de guerriers, en fait, et donc comme il y avait beaucoup de guerres, il fallait inciter les gens à beaucoup faire d'enfants. Donc c'est vrai qu'on oublie en fait toutes les questions culturelles qui, en fait, après, elles sont tellement ancrées qu'on a tendance à oublier les raisons, les causes, en fait. Mais tout ça, en fait, nous construit, nous, en fait, c'est la différence, effectivement, qu'on a avec les animaux, c'est toute cette construction culturelle, et d'un peuple à l'autre, que ce soit les Indiens en Amazonie, ou nous en France, ou ailleurs en Asie, on n'a pas forcément les mêmes visions de la famille, les mêmes visions du couple. Chez les Tibétains, par exemple, il y a aussi de la polyandrie, des femmes qui ont plusieurs maris. C'est vrai que on a un peu tendance à voir sa propre culture, et à oublier déjà que chez les humains, voilà, chez les humains, il y a plein de cultures et de façons de voir différentes. Et évidemment dans la nature, alors là, il y a toutes sortes de solutions possibles. Alors, on va passer à un autre sujet qui est très fascinant, dont vous parlez dans votre livre, c'est la mue. Alors, c'est fascinant la mue, parce qu'en soi, c'est moche. Quand même, vous allez nous expliquer ce que c'est que la mue. Les pauvres oiseaux, ils sont un peu moches. Et en fait, c'est une période hyper importante et qui, là aussi, peut nous inspirer beaucoup, nous qui voulons toujours être parfaits. C'est une vraie petite leçon de philosophie. Donc, d'abord, le point de vue de l'ornithologue. Oui, alors la mue, donc, pour les oiseaux, c'est un moment crucial. Vous savez que les oiseaux volent, à part les manchots et quelques autres espèces à terre, mais sinon les oiseaux volent. Donc les plumes sont extrêmement sollicitées. Et donc avec le frottement de l'air, etc., elles s'abîment, elles s'usent. Et donc fatalement, elles ont besoin d'être changées. Or, si vous enlevez les plumes extérieures d'un oiseau qui s'appelle les rémiges, les plumes de vol, ben, il ne volera plus. Donc fatalement, il y a dans l'année 1, 2, voire 3 périodes pendant lesquelles les oiseaux vont devenir extrêmement vulnérables parce qu'ils sont obligés de faire cette mue. Alors, je ne vais pas rentrer dans la mue parce que la mue c'est un truc hyper complexe qui est en pleine découverte parce qu'on ne s'est pas vraiment intéressé à ça. Maintenant on s'y intéresse pour mieux comprendre un certain nombre de choses, notamment sur la physiologie des oiseaux ou leur comportement. Grosso modo, il y a une mue partielle et il y a une mue totale. La mue, c'est d'abord les petites plumes de contour qui vont tomber. C'est pas un gros souci, à la limite, on peut se retrouver comme un poulet rôti. Mais le problème, c'est au moment où les plumes de vol tombent. Et quand les plumes de vol tombent, la stratégie, c'est quoi? La plupart des oiseaux, parce que l'adaptation fait bien les choses, les oiseaux, en général, vont muer par séquence. C'est-à-dire, je perds 3 plumes, je peux toujours voler, quand mes plumes repoussent, j'en perds 3 autres, etc. Pour les migrateurs, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire, je vais d'abord faire ma migration, en perdant quelques plumes qui ne sont pas très importantes pour voler, et puis arriver sur les quartiers d'hivernage, je vais effectuer ma mue. Et puis, si je suis sédentaire, comme un moineau, par exemple, eh ben, je vais faire ma mue à peu près tout au long de l'année, avec des phases un peu plus importantes. Et puis, il y a quand même certaines espèces qui ne sont pas complètement adaptées à ça. C'est ce qu'on appelle les anatidés, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les cygnes, les oies et les canards, qui, eux, vont faire une mue complète, c'est-à-dire que pendant entre 2 et 4 semaines, les oiseaux vont perdre toutes leurs plumes.
Donc un canard qui perd ses plumes pour échapper au plomb du chasseur, c'est compliqué. Donc ils vont en général se mettre dans des endroits extrêmement reculés, au fin fond d'un marais, puisque les oies, les canards, etc. sont des oiseaux de marais, des oiseaux d'eau douce ou d'eau salée. Ils vont se mettre au fond d'un marais et être le plus reculé, le plus invisible possible, pour éviter d'être la proie, évidemment, d'un prédateur, parce que quand les canards ne volent plus, il devient évidemment une proie extrêmement facile. Donc c'est un peu cet aspect de la mue complète, totale, où l'oiseau va prendre ensuite ce qu'on appelle un plumage d'éclipse, c'est-à-dire que, par exemple, les mâles de canards, vous avez déjà vu un canard mandarin, un canard colvert, c'est extrêmement coloré, et pendant cette période, ils vont perdre toutes leurs belles plumes, et ils vont avoir un plumage totalement terne, pour justement augmenter, si je puis dire, les chances de ne pas être vus. Et c'est ce qui nous a intéressés, en fait, dans cet aspect. Mais alors, avant de parler de l'aspect philosophique, du coup, ils se mettent en grand danger, parce que quand tu dis ils vont se mettre dans un endroit discret, aujourd'hui il n'y a plus beaucoup d'endroits discrets, donc il sait quand même, c'est presque du suicide, non? Oui, mais ils ont beaucoup de ressources, et en fait, ils sont capables, même dans des endroits comme ici, de trouver une mare forestière, de trouver un endroit où on ne les verra pas. Il suffit de voir, par exemple, puisqu'on parle des canards ici, puisque c'est vraiment les canards qui ont cette mue complète qui les handicapent, enfin, entre autres les canards. Regardez la difficulté qu'on a pour, là on rejoint le camouflage. Merci l'introduction du feu de la future conférence, voilà. C'est parfait. Regardez la difficulté, enfin nous, la difficulté qu'on a pour trouver une canne qui couvre sur ses œufs. On peut passer 15 fois devant elle et on ne l'aura pas vue. Donc, et comme les mâles prennent ce fameux plumage d'éclipse, ils deviennent totalement invisibles, camouflés, et ils sont vraiment, c'est très efficace. On se doute bien que d'un point de vue d'évolution, si ce n'était pas efficace, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de canards ou qu'ils auraient changé de comportement. Ils ont quand même encore cette... Voilà. Et puis beaucoup de ces oiseaux nichent dans les grands espaces de la taïga ou de la toundra, notamment en Sibérie ou en Amérique du Nord, où là il y a quand même des endroits où la main de l'homme n'a pas encore mis les pieds, donc... non, il y a le feu. Il y a le feu. Bon, Élise Rousseau, donc maintenant, ça c'est un sujet incroyable, la mue, donc comment est-ce que vous pouvez nous l'interpréter de manière philosophique? Oui, en fait, pour faire un parallèle avec nous, c'est vrai que nous les humains, on n'a pas ces mues, en fait, même si on perd un peu nos cheveux à l'automne, des choses comme ça, c'est très... Pas qu'à l'automne. C'est très discret, on s'en rend pas compte. Et en fait, ce qui est étonnant, notamment chez ces canards, moi je trouve ça magnifique ce mot de plumage d'éclipse, en fait, où ils se mettent en éclipse, en fait, pendant le temps, un temps où ils sont fragiles, finalement, ils savent qu'ils sont fragiles et ils prennent le temps, en fait, de cette fragilité. Et nous, on est dans une société tellement ultra performante que ces temps, on a besoin de mues aussi psychologiques dans certains moments un peu difficiles de nos vies. Je pense qu'on a un chagrin d'amour, un deuil, on a un licenciement, on a tous au cours d'une vie des moments difficiles. Et on a du mal à s'autoriser à prendre ce que j'aurais tendance à dire ces périodes de mue. On a besoin de se renouveler, entre guillemets notre plumage symbolique. Et la société ne nous y autorise pas tellement. Hein. Même les proches vont nous dire bah voilà, un train de perdu, 10 de retrouver, la vie continue, enfin toutes sortes de phrases qui ne nous aident pas beaucoup. Et on nous incite. Vive la polyandrie. Oui, on nous incite en fait à tout de suite lutter, alors que c'est vrai que parfois pendant ce moment d'éclipse, en fait, de se ressourcer, de renouveler nos forces, de renouveler notre plumage d'une certaine façon, c'est quelque chose qui peut nous manquer en fait. Notamment les anciens prenaient vraiment un temps par rapport au deuil où ils indiquaient, ils portaient un vêtement noir pour indiquer que c'était une période difficile pour eux, c'était accepté. De nos jours, c'est plus du tout accepté, toutes ces choses-là. On n'a plus ces temps en fait, de mue, de pause, de reconstruction de notre fragilité, et du coup, bah, c'est sans doute quelque chose de compliqué. On pourrait un petit peu s'inspirer des fois des oiseaux sur cette période de mue où finalement on apprend à se reconstruire. Alors c'est vrai que des fois, plus les femmes que les hommes, mais c'est vrai qu'après des fois une période difficile, on a tendance à se couper les cheveux. Alors symboliquement il y a quelque chose un peu, on se coupe les cheveux, on fait des nouvelles coiffures, on change notre garde-robe. Alors je sais pas, il y a quelque chose sans doute de l'ordre de la mue chez les femmes, enfin, en tout cas le besoin d'essayer de renouveler quelque chose, voilà, de l'ordre de l'apparence sûrement.
Et ça correspond complètement un peu aux névroses de notre époque, parce qu'on est quand même beaucoup dans la détox, aller en Inde pour... il y a une espèce de recherche, ça fait un peu bobo, mais ça n'empêche que c'est quand même... est-ce que toutes les époques ont été comme ça, ou c'est vraiment... Et on a su à certains moments accepter des périodes de fragilité comme chez les oiseaux, ou est-ce que c'est vraiment propre à notre époque, ou c'est propre à l'être humain? Moi, je pense que vous avez raison, que c'est propre plutôt à notre époque et à l'immédiateté, parce que ce que je vous dis, c'est qu'autrefois, on acceptait ces temps de deuil, par exemple. Le deuil ou le veuvage, c'était des choses auxquelles on laissait les gens prendre le temps, ils avaient cette marque sociale qui indiquait qu'ils avaient besoin de ce temps-là, qui durait un certain temps. Après, ils reprenaient leur couleur normale, leurs habits normaux. De nos jours, on a un deuil. Presque personne ne le sait, alors on va le savoir, on va en parler 5-6 jours, presque 10 jours, et puis si par malheur le deuil met un peu de temps à se faire, c'est un peu difficile, que ça prend du temps, notre entourage s'agacerait presque en fait de allez maintenant faut y aller, et oui mais bon c'est pas si simple. Et c'est très sociétal, regardez par exemple dans certaines sociétés en Asie, les bouddhistes etc, avec l'ermitage, de partir, de se retirer du monde pendant un certain temps. Se retirer du monde, c'est pratiquer une mue. Voilà, donc c'est quelque chose effectivement, comme le dit Lise, qu'on ne se donne plus le temps d'accomplir. Alors est-ce que du coup ça ne fait pas penser à quelque chose qui me semble caractériser notre époque, c'est la fin des rites. Il y avait beaucoup de rituels autrefois, des rituels justement de passage à l'adolescence, en effet de la mort, etc., qu'on a un peu oublié. Est-ce qu'on ne souffre pas aussi de ces rituels qui nous permettaient de s'ancrer malgré ces périodes difficiles, etc. Oui, certainement. C'est-à-dire que dans beaucoup de sociétés aussi, effectivement, il y a ces espèces de mues symboliques, ces rites un peu initiatiques du passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est-à-dire que ces mues qu'on n'avait pas en tant qu'animal dans notre physique, on se les avait instaurées en tant que rites, effectivement, des rites de passage. Même le fait tout simplement de fêter ses anniversaires, alors on le fait ou on le fait pas, mais c'est une façon aussi de marquer le temps qui passe. Et quelque part de nous aider à accepter ce temps qui passe. Donc c'est tous ces petits rites finalement qui sont importants psychologiquement. Et c'est vrai que c'est un peu des petites mues nécessaires, quoi, symboliquement. Et d'autant qu'en fait, aujourd'hui, on a une société tellement d'immédiateté qu'on a complètement gommé les périodes de mue. C'est-à-dire que la mue, c'est la mue psychologique, la mue philosophique, comme on l'a évoqué Élise, c'est quelque chose qui est aujourd'hui banni de notre société. On n'a plus le temps, de muer. Imaginez les oiseaux, il n'y a plus le temps de muer, il n'y aurait plus d'oiseaux. Alors on va passer à un autre sujet évidemment qui nous passionne ici, puisque c'est l'intelligence. Cette université est quand même centrée autour de l'intelligence. Alors ça c'est vraiment incroyable chez les oiseaux. C'est comme les poissons, hein. Mais s'il y a bien des animaux qui ont été méprisés, tête de Piaf, tête de Linotte, c'est une vraie voix, enfin bon, on va pas faire la totale, on aura la moitié du dictionnaire et des expressions populaires. Là, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, parce qu'on se rend compte que les oiseaux sont hyper malins, et il n'y a pas que les pigeons et les corbeaux. Donc est-ce que vous pouvez, est-ce que Philippe, tu peux nous parler à la fois de ce qu'on découvre en ce moment sur l'intelligence et sur un peu les stratégies, les oiseaux qui sont hyper bluffants et ceux sur lesquels on peut porter des espoirs, donc on démarre certaines études, et puis après, là, je pense qu'Élise aussi pourra réagir sur ce sujet. Alors c'est justement un sujet, qui nous passionne, Élise et moi là-dessus, et vraiment où on mélange complètement... Nous aussi, ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Où on mélange complètement philosophie et science, parce que... moi je suis très embêté pour répondre à tout ça, parce que qui sommes-nous pour nous permettre de juger qu'une espèce est plus intelligente ou moins intelligente que nous, si ce n'est notre propre échelle, qui est une échelle tout à fait discutable. Si les animaux parlaient, vous savez, qu'est-ce qu'ils diraient de notre intelligence? Je pense qu'ils seraient absolument effarés. En tout cas, autant j'ai des difficultés de parler de l'intelligence animale, autant je dis mais très facile de parler de la bêtise humaine. Parce que la bêtise humaine, ça, on sait que c'est quelque chose qui est propre à l'homme. Mais même une université suffirait pas. Là, non, absolument. Et on peut même enlever le mot. Bon, bêtise humaine, c'est presque un syntagme figé, d'ailleurs, parce que voilà, c'est une méthode dans le sens où la bêtise n'est qu'humaine. J'ai jamais vu un oiseau, puisque je suis ornithologue, mais je regarde aussi autre chose, j'ai jamais vu un animal où je me suis dit, mais il est bête.
partons tous les jours. Je me dis, mais ce type, mais quel con. Voilà. Donc, moi le premier d'ailleurs, je pas du tout. Donc, parler de l'intelligence, c'est toujours très compliqué. Voilà. Donc, ceci posé, l'intelligence animale, qui sont des comportements qui, à nos yeux d'humains, nous sommes intelligents. Voilà. C'est plutôt ça. Donc c'est vrai que là, on a fait beaucoup de progrès depuis Descartes et l'animal-machine. On a fait beaucoup de progrès depuis le 19e siècle. On considérait qu'évidemment, l'homme devait avoir une emprise sur la nature, devait la dominer. Ce qui est une connerie aberrante, enfin, c'est grande chose. L'homme domine la nature, enfin, on est de passage. Mais ça fait partie d'un tout, c'est-à-dire que même si un jour, je ne suis pas certain que, je pense que l'espèce humaine ne disparaîtra pas, mais une chose qui ne peut qu'être, sauf si l'homme est suffisamment con pour ne pas, c'est que l'homme doit évoluer vers notre espèce. C'est le but même d'une espèce, c'est d'évoluer de quelque chose. On arrive d'un phylum, d'une phylogénie des grands singes, etc., pour aller vers autre chose. Bon, bref. Donc, cette nouvelle vision qu'ont les chercheurs de l'intelligence, elle est effectivement récente. C'est surtout à partir des années 40, 50, où on a commencé à s'intéresser d'abord aux singes et puis les oiseaux. Parce que tête de linotte, etc. Enfin bon, les oiseaux, c'était con. Petite incise quand même, quand vous regardez le cerveau d'une corneille noire versus celui d'un grand singe, à force de l'humain, bah évidemment c'est tout petit. C'est minuscule, il est con. Sauf qu'un cerveau de corneille noir a 2 fois plus de connexions synaptiques qu'un cerveau humain. 2 fois plus de connexions synaptiques. Ça fait beaucoup en termes de neurologie. Je peux vous dire que ça veut dire qu'ils sont capables de mettre en branle des réactions synaptiques infiniment plus rapides que nous. Infiniment plus rapides que nous. Bon, voilà. Ceci posé, l'intelligence, c'est vrai qu'on a beaucoup étudié chez les perroquets. C'est vrai que c'est quand même... C'est vrai que le perroquet, on dit, il répète bêtement. Non, il ne répète pas bêtement. Il comprend un certain nombre de choses. Et si vous lui dites quelque chose, il peut répondre avec un mot qu'il a appris, pour peu qu'on lui ait appris que ce mot avait telle signification. Évidemment, un gamin à qui on dit c'est une banane, on lui a appris aussi que ce fruit légèrement curve et jaune était une banane. Bon. Les corvidés aussi sont évidemment le fruit de nombreuses études. Alors, ce qui est intéressant chez les corvidés, c'est ils sont capables de construire de fabriquer des outils comme les singes, c'est-à-dire qu'en captivité, parce que les études se font souvent en captivité, on s'est aperçu qu'une corneille était capable de tordre un fil pour en faire un hameçon, et avec cet hameçon, elle pouvait plonger dans un récipient pour aller chercher un fruit. Bon, le fait, bon. Les moins bricoleurs d'entre nous ne sauraient peut-être pas le faire. D'autre part, on s'est aperçu que les corvidés avaient une conscience de soi, comme très peu d'animaux. Je crois qu'il y a les éléphants, je crois qu'il y a les singes, etc. C'est-à-dire vous mettez une pastille rouge sur le front d'une pie bavarde, et vous la mettez devant une glace, et la pie va essayer d'enlever la pastille rouge. Il y a certains humains qui ne verront pas qu'il y a une pastille rouge au milieu. Il est intéressant ce test, parce qu'il est aussi un peu révélateur de nos limites quand même. Voilà. En soi, il ne représente rien. Non, il est très contesté d'ailleurs, parce que les chiens qui sont quand même très intelligents, je crois que Laurent nous l'avait montré hier, ne marchent pas au test de miroir, parce que finalement, ils s'en fichent complètement d'avoir un point rouge surtout. Ils ont été peut-être trop au contact de l'homme aussi. Et alors, je terminais par cette étude qui est très... Enfin, c'est l'expérience qui a été faite donc in natura, et non pas je crois que c'est à Singapour, enfin c'est en Malaisie. En fait, ils ont aperçu que les corbeaux dans les villes, les corbeaux familiers, vous savez que dans ces grandes villes, il y a beaucoup d'arbres qui produisent des noix. Donc, les noix, c'est une coque très très dure. Et les corneilles raffolent de l'amande qu'il y a dans la noix. Donc, elles ont bien des difficultés. Donc, elles ont trouvé un truc excellent, les corneilles de Singapour, c'est qu'elles se mettent au niveau d'un feu rouge. Elles prennent leur noix,
Et quand le feu est rouge, elles jettent leurs noix devant le feu. Et quand le feu passe au vert, au prochain feu rouge, elles vont chercher leurs noix qui sont écrasées. C'est pas bête? Voilà. Mais il y a quand même des humains qui continuent à se casser les dents. Je suis chirurgien dentiste qui vous le dit, parce qu'ils ont essayé de casser les doigts avec leurs dents. Voilà. Alors, je me permettrai de rajouter une anecdote que vous avez racontée, Gilles Boeuf, qui un jour part en voyage avec quelqu'un du Muséum d'Histoire Naturelle, et il me dit, écoute, je l'ai vu, donc c'est pas validé scientifiquement, mais ils sont arrêtés pour prendre de l'essence, et ils ont vu un petit moineau venir avec un verre, le mettre sur le moteur qui était évidemment très chaud, attendre 2 minutes, et une fois que le verre était manifestement cuit, repartir parce qu'il préférait son verre cuit qu'un verre cru. Et ça, c'est Gilles Boeuf qui était bluffé, on l'a vu. Donc on l'a pas validé scientifiquement, mais on l'a vu, on était 2-3 scientifiques à regarder ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, Élise Rousseau, en tant que philosophe, qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette découverte extraordinaire de toutes ces intelligences, de toute un peu cette tolérance, si je puis me permettre de dire que les animaux finalement nous inspirent, non? Oui, non, mais moi je suis fascinée par l'intelligence animale et vous avez tout à fait raison de dire que je pense que tous les gens qui sont propriétaires d'animaux domestiques se rendent compte parfois d'exemples d'intelligence qu'on ne peut pas prouver scientifiquement parce qu'on l'a observé, là d'un coup ça s'est passé des choses, on se dit ah là quand même il est pas bête. Alors d'ailleurs le mot bête qui est synonyme du mot animal, ça pose aussi question. L'intelligence, en fait, déjà l'intelligence humaine, qu'est-ce que c'est? C'est quand même bien compliqué à définir. Il y a des multitudes de formes d'intelligence. On a longtemps pensé que l'intelligence n'était que scientifique, mais plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a aussi l'intelligence relationnelle. L'intelligence, c'est aussi arriver à comprendre les émotions de la personne qui est en face de soi. C'est aussi alors toute l'intelligence artistique, quelqu'un qui joue merveilleusement du violon, et aussi intelligente, quelqu'un qui joue très bien aux échecs. Enfin, à longtemps, on a un peu hiérarchisé les intelligences, alors qu'en fait, elles sont très multiples déjà chez l'homme. Et chez les animaux, bien sûr, on découvre, plus on les étudie, et plus on découvre en fait des formes d'intelligence aussi. Philippe parlait de la conscience de soi, on découvre aussi des choses au niveau de l'empathie. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses chez les animaux qui nous interpellent sur ces intelligences qui ont longtemps été méprisées. Alors les oiseaux, effectivement, ont souvent eu cette réputation d'être idiots, alors qu'on se rend compte que c'est des animaux d'abord très sensibles et qui peuvent aussi avoir des stratégies. On a aussi tendance un petit peu à vouloir dire qu'un animal est bête parce qu'on a envie de l'exploiter aussi en tant qu'humain. La poule a une réputation de bêtise très forte et finalement plus on les étudie, puis si on les observe un peu à la maison, c'est des animaux plutôt vifs et rigolos et qui sont pas si bêtes que ça. Simplement c'est des animaux qui s'affolent aussi très vite. C'est des animaux proies ont tendance à un peu s'affoler et nous-mêmes quand on est pris de panique, c'est pas le moment où on est le plus malin de notre vie en général. On part un peu dans tous les sens. Donc c'est vrai que nous humains on a un peu tendance par manque d'humilité aussi, à considérer que notre intelligence à nous est tellement absolue que les autres, forcément, sont tout petits à côté. Et en fait, plus ça va, plus on se rend compte que ces intelligences sont respectables. Et aussi, qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est quand même être le mieux adapté possible à son environnement. Or, un oiseau qui va chasser des vermisseaux est beaucoup plus adapté à notre environnement que si nous, on voulait chasser des vermisseaux, par exemple. Enfin, si on les sort de leur contexte, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué, mais ils ont souvent la meilleure intelligence possible par rapport à leur espèce et à leur adaptation, finalement. Non, tu as complètement raison. J'étais en train de... Je sais pas, il m'est venu une image du mec, moi, par exemple, en train de pousser mon caddie dans un supermarché. C'est sûr que la stratégie alimentaire, c'est quand même assez basique dans ce cas-là. Et l'intelligence n'est quand même pas n'est pas poussée à son paroxysme. Je vais être un peu provoque. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement la bêtise n'existe pas? Qu'il y a peut-être parfois des traits de bêtise, des traits de maladresse, mais finalement, je vais partir dans l'autre sens. Est-ce que la bêtise existe? Si ça se trouve, les gens oui, peut-être pas. Est-ce que les gens qu'on dit bêtes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'explorer leur intelligence parce que l'éducation, la société leur a pas permis d'avoir cette intelligence-là? Oui. Je sais pas. Non, c'est la bêtise chez les gens intelligents qui est qualifiant. Oui. Alors ça, on a des exemples chez nos dirigeants. On va peut-être pas partir là-dessus, mais alors là, il y a vraiment quoi faire. C'est une autre université totale. Mais il faudrait changer le mot bêtise. Parce que comme le disait Élise, dans le mot bêtise, il y a bête. Enfin, c'est quand même dingue. Mais c'est vrai qu'on peut être très intelligent dans un domaine et très bête dans l'autre, même. Enfin, chacun à l'échelle individuelle. Après, dans l'espèce, on se rend bien compte aussi qu'il y a des individus quand même un peu plus malins que d'autres. Chez les oiseaux, chez les chevaux, chez n'importe qui, on voit bien qu'il y en a qui sont un peu plus malins, effectivement. Bon, après, ça, voilà, c'est...
ça questionne. Mais, par exemple, quand on voit les autistes, tout ce qu'on découvre, ils ont une forme d'intelligence exceptionnelle qui nous dépasse d'ailleurs, et on a tendance à dire oh, ils sont stupides. Donc finalement, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on travaille sur le thème de la bêtise en fait, plus que qu'est-ce que c'est que la bêtise, est-ce que ça existe vraiment? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que s'il y a vraiment un sujet qui est délicat, c'est cette notion d'intelligence. Pourquoi nous, humains, on se permet de faire des classifications il y a 1000 formes d'intelligence, c'est ce que tu disais. Puis c'est aussi une question de point de vue. Moi, je vous rappelle, il y avait une phrase de Lévi-Strauss qui disait quand les Blancs sont arrivés en Amérique, ils ont considéré que les Indiens étaient des bêtes. Et les Indiens, ils ont considéré que les Blancs étaient des dieux. Et il disait à intelligence égale, lesquels étaient les plus dignes d'hommes, en fait. Et finalement, on peut peut-être se dire que peut-être le début de l'intelligence, ça serait un peu d'humilité, finalement. Ça, c'est un joli point de vue philosophique. Alors là, on est bien d'accord. Alors, on va partir sur un autre sujet, là aussi, un gros débat de société très très complexe, et la migration. Je sais que c'est bien compliqué aujourd'hui, pourtant on n'est qu'au démarrage de la migration, parce qu'on sait très bien qu'avec la migration climatique, ça va exploser. Donc s'il y a bien un domaine sur lequel il faudrait qu'on travaille tous, c'est la migration. Et alors là, évidemment, les oiseaux sont un magnifique exemple, donc rebelote, le point de vue de l'ornithologue et le point de vue de la philosophe. Oui, la migration, c'est quelque chose qui est passionnant, parce qu'effectivement, les oiseaux, il n'y a pas que les oiseaux. Certains mammifères migrent, les poissons migrent, des insectes migrent, notamment le papillon monarque, enfin il y en a d'autres, même chez nous, il y a des espèces de papillons migratrices. Bon, la migration, elle n'est pas née comme ça. La migration, elle s'est bâtie au cours du temps, sous les contraintes environnementales, sous ce qu'on appelle un certain nombre de forçages, qui ont fait que, pour survivre, je prends les oiseaux, le point de vue des oiseaux, pour survivre, certaines espèces ont été obligées de migrer. Soit vers, si on prend le point de vue européen, soit vers le sud, pour trouver en hiver de quoi se nourrir, parce que les oiseaux insectivores qui avaient évolué dans ce phylum insectivore avaient besoin de trouver des insectes en hiver, il n'y en avait pas dans les zones tempérées, soit pour certaines espèces de migrer vers le nord, parce que au moment de la reproduction, la densité des espèces et les concurrences étaient trop élevées, et il a fallu que certaines populations d'espèces migrent vers le nord pour pouvoir se reproduire. On sait par exemple que certaines espèces chez nous, en Europe, comme les reliers, les guêpiers, etc., et peut-être même d'ailleurs les hirondelles, ont les berceaux originels de ces familles en Afrique. Et donc il est probable que ces espèces qu'on a chez nous, le guêpier ou le relier, aient été amenées à migrer pour ces raisons que je vous ai évoquées dans un temps très, très ancien. Bref, la migration, c'est un moment extrêmement important, comme l'est la nue. Et la migration, ça nous a toujours fascinés, nous les humains. D'abord parce que c'est surtout visible chez les oiseaux, comme vous avez compris, que les oiseaux volent et pas nous. Ça, c'est quand même un truc qu'on n'a pas bien digéré, quand même. Hein. Bon, on parle de la liberté, etc. Donc ce vol, c'est vraiment un plus qu'ils ont. Et puis ce qui est fascinant, c'est comment des oiseaux peuvent, comment dirais-je, aller d'un point A à un point B, sans GPS, sans téléphone portable, sans... voilà, etc. Donc, je vais vous prendre quelques exemples, ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est quand même, ça montre bien la puissance de la migration. La puissance de la migration dont on n'a pas encore totalement tout compris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles on a vraiment du mal à se positionner en tant que scientifique, en tant qu'humain même. Si je prends le coucou gris, alors ça pour moi c'est un des exemples qui est quand même le plus extraordinaire. Je prends trois exemples pour faire court. Le premier, c'est le coucou gris. Le coucou gris, vous savez que le coucou a cette particularité évolutive aussi, mais c'est un autre sujet, d'aller pondre son œuf ou ses œufs dans le nid des autres. Ce qui veut dire que lorsque le jeune coucou naît, il va être élevé par des parents adoptifs, même pas la même espèce. Donc il ne connaît pas ses parents, il ne les a jamais vus. Comment se fait-il qu'un beau soir de juillet, il regarde le ciel, il s'envole, et il va hiverner au fin fond de la forêt gabonaise ou rwandaise, dans un endroit où il n'est jamais allé.
Et comment se fait-il que, n'ayant pas comme les oies ou les grusses, les parents qui vont lui montrer le chemin de la migration, comment se fait-il qu'il va atteindre ce point d'hivernage? Comment se fait-il qu'il va revenir exactement au même endroit, ou presque, où il est né? On ne sait pas. Simplement, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, certaines composantes de la migration sont probablement portées génétiquement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dans le gène de l'espèce coucou, qui fait qu'il est capable de... Alors on ne sait pas, est-ce qu'il y a des encodages de points GPS dans le génome du coucou, pourquoi pas, qui se transmettent de génération en génération. Enfin, c'est des vraies questions. Autant les oies, on a bien compris que voilà, elles vont se repérer, ou d'autres oiseaux vont se repérer parce qu'ils vont migrer avec d'autres, et ils vont mémoriser des endroits. Le deuxième point, c'est, je vais prendre celui de certains oiseaux qui sont capables de migrer sur des distances absolument folles. La fameuse terne arctique, qui fait 2 fois la distance de la Terre à la Lune dans sa vie, qui vole à peu près entre 70 000 et 90 000 km par an. C'est un oiseau qui voit quasiment tout le temps que le jour, puisque la terne arctique, comme son nom l'indique, niche dans le Haut-Arctique, hiverne dans les eaux subantarctiques, et donc voit le jour presque tout le temps, et c'est un migrateur quand même incroyablement bien programmé. Moi, je suis aussi fasciné par certains limicoles. Je vous ai parlé tout à l'heure des limicoles, donc la famille des pluviers, des barres, des courlis, des bécasseaux, etc. Des études qui ont montré, notamment parce qu'en posant des petits géolocateurs sur des oiseaux, des trucs qui font 1, 2, 3, 5 grammes, c'est très peu, on s'est aperçu que, par exemple, certains oiseaux qui hivernaient en Australie étaient capables de remonter dans l'extrême nord-est de la Sibérie, donc vers la péninsule de Tchotski, donc c'est juste en face de l'Alaska. Elles sont capables de remonter en un seul vol, 14 000 km, un oiseau qui fait 220 grammes, qui va voler exactement 8 jours et 9 nuits, sans s'arrêter, sans GPS, sans rien. C'est-à-dire que vous, on vous lâche, on me lâche, je vous rassure, quelque part au cœur du Tchad, et puis on me dit, bah, rentrez chez vous, vous avez très mal, parce que d'abord, vous n'avez pas de GPS, vous n'avez rien, il va falloir traverser le Sahara, puis la Méditerranée, donc c'est quand même assez extraordinaire, voilà. Et un dernier point, pour vous montrer que la migration, ça nous fascine, je raconte toujours cette anecdote de collègues américains qui baguaient des oiseaux, des parulines, c'est des espèces de petites fauvettes américaines qui donc nichent dans l'Amérique du Nord et qui hivernent dans l'Amérique du Sud. Ils étaient au fin fond de l'Amazonie, au Brésil, et ils capturent donc un couple, une espèce de parulines, ils leur posent des petites bagues, hein. Et puis ils reviennent l'hiver suivant, puisqu'ils baguent en hiver, hein. Ils reviennent exactement au cœur de cette forêt, et ils ont recapturé les 2 oiseaux. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 oiseaux étaient remontés au fin fond de la forêt canadienne pour se reproduire, et étaient redescendus exactement dans le même endroit. Je mets à défi quiconque ici, sans le moindre appareil, on vous lâche en forêt amazonienne et on vous dit d'y retourner les yeux fermés ou presque. On va avoir beaucoup de difficultés. Donc la migration, c'est quelque chose qui nous fascine. Et pour terminer, je pense que les migrations de manière générale, c'est quelque chose dont on va effectivement de plus en plus parler, parce qu'il y a des migrations choisies, des migrations contraintes, et alors les oiseaux sont plutôt dans les migrations contraintes, mais ils ont un avantage, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment les frontières et tous les problèmes qu'il y a derrière. Voilà. Et ils sont dans la accueillis quand ils arrivent. Bah, ça dépend en France. Alors, les tourterelles qui ont été quand même longtemps flaguées au mois de mai quand elles revenaient en France. Mais oui, là c'est... Mais donc, alors là c'est un vrai sujet pour une philosophe, hein, la migration, qu'est-ce que ça peut nous inspirer comme leçon de tolérance? Alors la migration, en fait, c'est vrai que ça touche, si on fait des parallèles avec les humains, ça touche à plein de choses, à la question du voyage tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on a envie de voyager ou pas? C'est vrai que chez les oiseaux, on parle beaucoup des oiseaux migrateurs, mais il y a aussi tous les oiseaux sédentaires. Hein. Beaucoup d'oiseaux, par exemple les chouettes hulottes, ne bougent pas du tout de chez elles. Hein. Elles aiment bien rester chez elles, et la sédentarité a aussi des vertus. Hein. Mais le voyage c'est aussi
pourquoi est-ce que certains humains sont des grands voyageurs, pourquoi est-ce qu'on a envie de partir en vacances, tout simplement de changer d'air, de changer de pays. Donc bien sûr, nous aussi, on a aussi cette petit instinct migratoire. Alors après, il y a aussi la question du sens de l'orientation dont parlait Philippe, c'est-à-dire que nous, on est en train de perdre totalement notre sens de l'orientation. Sens de l'orientation qui existe encore chez certains humains, de façon beaucoup plus forte que chez nous. Je pense aux Mongols. On est très liés au peuple mongol, parce qu'on a été souvent en Mongolie, et on a des amis là-bas. C'est quand même des gens extraordinaires dans leur façon de se repérer dans la steppe à partir de rien, en fait. Hein. Nous, on serait perdus complètement, et eux, ils passent... Ça fait 20 ans qu'ils ne se sont pas passés à un endroit, ils savent toujours pas où passer. Alors, ça leur arrive de se perdre, bien sûr, comme tout le monde, mais ils ne se perdent pas longtemps. Ils arrivent encore à se débrouiller, là où nous, avec nos GPS, nos smartphones, tout ça, on est tellement habitués à être assistés que quasiment, on ne sait plus lire une carte. Alors qu'il y a quand même... on est en train de perdre le sens de l'orientation. Il y a 15 ans, on savait encore lire une carte. Alors est-ce que ce sens de l'orientation, on est en train de le perdre définitivement? Est-ce qu'en cas de problème, on arriverait à le retrouver facilement? Mais c'est vrai qu'il y a certains peuples humains dans le monde qui ont un sens de l'orientation très très poussé, beaucoup plus que nous. Donc voilà, ça pose vraiment question quand on voit les oiseaux migrateurs qui passent comme ça dans le ciel, et on se dit, mais nous là, avec toute notre technologie, on est en train de perdre un sens humain qui est quand même vachement important, c'est de savoir se repérer dans l'espace. Et quelque part, en poussant un peu la symbolique, on peut se dire des fois, si on est tellement paumé dans notre propre vie, si on n'arrive pas à se repérer, c'est aussi parce que finalement, on ne sait pas retrouver notre chemin, quoi. Et donc ça, voilà, ça pose vraiment ces questions à la fois de pourquoi on voyage, pourquoi ce sens de l'orientation qui finalement est en train de disparaître de plus en plus. Tu en parlais hier, Yolène, effectivement, si on nous lâchait dans la nature au bout dans 2 jours, comment on ferait pour rentrer chez soi, même pas loin en fait, hein, ça serait compliqué. Et puis bah, après là, il y a la question des migrations humaines, là c'est encore autre chose. Il y a effectivement, Philippe parlait des migrations choisies. En fait, on va aller de plus en plus vers des migrations de survie. Effectivement, avec le réchauffement climatique, c'est vrai qu'on risque d'avoir à vivre des gens qui vont avoir besoin pour survivre de se déplacer de façon peut-être massive. Ça va poser des questions. Mais alors là, c'est vrai que les oiseaux font aussi des migrations de survie, mais alors eux, c'est bon. Voilà, c'est comme vous dites, il n'y a pas de problème de frontières. Alors effectivement, eux, ils ont les chasseurs, comme disait Philippe, qui peuvent leur causer quelques soucis, parce qu'effectivement, les oiseaux migrateurs sont, notamment en passage d'école en France, d'école pyrénéenne, etc., ça peut être compliqué pour eux aussi. Donc voilà, c'est des petits parallèles qu'on peut faire entre les oiseaux et nous. Mais c'est vrai que ces migrations absolument fascinantes des oiseaux nous interrogent, moi, vraiment sur ce sens de l'orientation. Moi, le GPS, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'incroyable qui a changé ma vie positivement, mais en même temps qui me rend paresseuse dans ma capacité d'orientation. Et je vois bien que c'est très rare que j'ouvre une carte aujourd'hui. Juste pour compléter ce que dit Élise, ça interroge quand même, c'est que dans une vision qu'on partage ou pas, moi je m'interroge à titre personnel, mais dans une vision collapsologique de l'humanité, le risque de la perte d'orientation, qui est vraiment aujourd'hui en train de se produire chez l'espèce humaine, en tout cas chez les Occidentaux au sens large, se doublera aussi d'une autre perte de sens qui est en train et qui interpelle justement les scientifiques, c'est la perte de la vue aussi. Les oiseaux comme les Mongols, quand ils s'orientent, voilà, mais surtout, ils ont besoin de la vue. Un oiseau migrateur a absolument besoin de la vue. Quand on passe la plupart de sa vie éveillée, c'est-à-dire de jour devant un ordinateur ou devant un smartphone, fatalement, on va perdre la vue de loin. L'évolution fera qu'on verra de mieux en mieux de près et de moins en moins bien de loin. Donc si on perd une partie de la vision plus une partie de l'orientation, ça va quand même nous démunir face à un avenir qui risque d'être un peu compliqué pour nous. Ça a commencé déjà, il y a beaucoup de myopes quand même. J'avais lu les chiffres et les générations qui arrivent, la majorité des gens seront myopes, quoi. On s'approche des taux. Alors, avant dernier exemple, parce qu'après il faudra qu'on laisse un peu la salle vous poser des questions, mais vous parlez sinon il y aurait plein d'autres sujets, on ne peut pas tous les faire. Vous parliez du courage, donc ce qui est assez lié aussi à la migration, c'est intéressant aussi la notion du courage, prendre des risques. Le courage n'est pas forcément celui qu'on croit, parce qu'il y en a certains qui ont l'air très beaux et qui
qui se pavane, alors qu'en fait le petit derrière qui est un peu plus moche, mais il peut aussi avoir du courage, etc. Là aussi, est-ce qu'on peut parler du courage chez les oiseaux et ce qu'on en tire philosophiquement? Alors, le courage, oui, enfin, le courage et tout ce qui va avec, tu disais, j'aime bien prendre des risques aussi. Une espèce sauvage prend des risques tous les jours. Nous, on est aussi dans une société où surtout il faut prendre de moins en moins de risques. Hein. Les assureurs l'ont bien compris d'ailleurs. Donc, ce qui est amusant, c'est que le parallèle que je ferais, plus que de traiter le courage comme ça, ex abrupto chez les oiseaux, c'est de réfléchir un peu aux emblèmes qu'ont pris certaines nations pour se définir, finalement. Vous aurez remarqué que beaucoup de pays, ou beaucoup de régimes, ont choisi l'aigle. L'aigle, l'emblème de la puissance, etc. Alors l'aigle, je peux vous dire, je vais vous raconter l'aigle. Hein. Comme hier, notre ami vétérinaire nous racontait le panda et le côté obscur du panda, mais c'est un autre sujet. L'aigle, en fait, effectivement, c'est une espèce qui d'abord, faut pas l'entendre, parce que la voix de l'aigle, c'est absolument nul. Elle a une voix absolument zéro. C'est pas le parangon de la défense de son nid, hein, c'est-à-dire que lorsqu'un aigle voit, comment dirais-je, un humain en train de gravir une paroi où il y a son nid, ou un arbre où il y a son nid, il aura plutôt tendance à déguerpir rapidement plutôt que de foncer sur lui, bec et ongles sortis. C'est une espèce assez pleutre, voilà, paresseuse. Les rapaces sont des grands paresseux, ils ont une très bonne vue, donc ce qui les aide, mais c'est pas du tout... voilà. Donc on a choisi finalement un oiseau plus pour son physique que pour son tempérament. J'ai rien contre les rapaces, mais... Il se prendre une veste, hein, quand même, une veste en plume, mais... Non, mais donc on peut s'interroger sur le fait de pourquoi on a pris l'aigle, à part que il passe son temps à bouffer des lapins, des oiseaux, enfin à tuer, quoi. Bon. Moi, j'aurais pris vraiment, s'il avait fallu prendre un symbole d'un oiseau courageux, j'aurais pris le rouge-gorge. Pourquoi on n'a jamais pris le rouge-gorge? Le rouge-gorge, c'est vraiment un oiseau qui sait défendre son territoire, qui sait prendre vraiment des risques pour protéger ses jeunes, qui est très curieux, qui est un oiseau qui n'hésite pas à s'approcher des humains. Parfois il finit sous les dents d'un chat, mais c'est une espèce qui est extrêmement courageuse et qui sait se défendre, qui paraît volontiers bagarreuse, mais qui est quand même aussi une espèce qui prend ses responsabilités. Voilà. Le colibri aussi, non? Oui, les colibris sont des oiseaux qui défendent très bien leurs jeunes. Les sternes, tout à l'heure il y avait une belle photo de sterne arctique peut-être d'ailleurs, voilà. Et la sterne, c'est vraiment un oiseau qui va, par exemple, lorsqu'un goéland arrive là où il y a ses jeunes, elle n'hésite pas à le poursuivre. Et pour ceux qui sont allés voir des colonies de sternes, notamment dans l'Arctique, les sternes nous attaquent. Elles n'hésitent pas à nous donner des coups de bec, elles piquent sur les crânes, surtout quand ils sont chauves comme moi, c'est terrifiant, ça finit en hémorragie. Mais voilà des espèces. On pourrait terminer par le coq. Le coq, excuse-moi Élise, mais le coq c'est quand même un oiseau qui est assez pleutre. Il suffit de faire pop avec ses mains pour que le coq file. Voilà. C'est pas un oiseau, je sais pas, il paraît qu'il y a un peuple qui a choisi cette espèce qui est capable de chanter les deux pieds sur un tas de purin. C'est quand même assez fort, quoi. Pourquoi l'avoir fait le rouge-gorge, encore une fois, ou la sterne arctique qui est beaucoup plus élégante. Critiquer les guillemets, là, monsieur. Oui, tous ceux qui portent un petit écusson avec ce gallinacé en exergue. Voilà, et donc c'est assez amusant que finalement le choix de ce que, aux yeux des humains, représente l'oiseau, peut s'avérer être au fond discutable. Ah, je pense qu'Élise a quelques petites choses à rajouter, non? Oui, déjà, moi je m'interroge si c'était les femmes qui avaient choisi les emblèmes des pays. Peut-être ça aurait été toutes sortes d'oiseaux différents. J'en sais pas. On ne saura jamais. Et non, du coup, oui, c'est un peu la bif et pas le moine. Hein. Finalement, c'est vrai que
c'est vrai qu'on ne sait pas toujours ceux qui ont l'air des gros costauds qui sont vraiment courageux. Ce qui est rigolo aussi, il y a un exemple qu'a pas dit Philippe, c'est que souvent, en fait, les tout petits passereaux, en plein jour, ils aiment bien poursuivre et harceler les prédateurs, en fait, les rapaces, les rapaces nocturnes notamment. Ils se font embêter des fois par des hordes de petits passereaux qui viennent se venger le jour de ce que l'autre leur fait subir la nuit. Enfin, c'est assez rigolo, et c'est vrai que alors pour reprendre sur les poules, parce que quand même j'aime bien les défendre, une poule qui défend son nid, c'est très agressif. Hein. Ça vous rentre dans le nerf. Et ouais, elle défend bien leur petit. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est toutes ces histoires de symboles et puis voilà, le courage, qu'est-ce que c'est finalement. Souvent, on sait vraiment ce que c'est le vrai courage que quand on se retrouve dans des situations vraiment graves. Hein. Je pense évidemment au temps de guerre où on se demande toujours qui aurait été résistant, on n'a pas la réponse. Et c'est souvent que quand on est confronté aux vrais problèmes qu'on se révèle à soi-même et qu'on le sait vraiment, en bien comme en mal en fait, mais on peut pas, c'est difficile de le savoir avant. Voilà, donc voilà, bien sûr les oiseaux peuvent nous interroger là-dessus aussi. Les oies, juste, c'est vrai que quitte à choisir un oiseau domestique, on aurait pu choisir l'oie. L'oie est beaucoup plus tenace et beaucoup plus courageuse que le coq. Celui du Capitole, mais aussi les jarres. Il suffit de rentrer dans une ferme avec un jar, vous allez voir le jar qui arrive vers vous, le cou tendu, et ne cherchant qu'à pincer vos mollets. Ce que ne fera pas le coq. Enfin, je ne fera pas le coq. Oui. Alors, avant qu'on passe aux questions dans la salle, en conclusion, je vous demanderai votre conclusion, et j'avoue que j'aurais un peu envie que vous parliez de la liberté, qui est quand même vous en as un peu parlé tout à l'heure, qui est quand même le symbole totalement fascinant de l'oiseau. Et là aussi, qu'est-ce que ça peut nous inspirer comme personnage libre? Moi, justement, enfin, c'est mon témoignage. Ce qui m'a toujours fasciné, donc, comme vous, sûrement, dans les oiseaux, c'est cette image de liberté, même si cette liberté a des contraintes, même si l'oiseau nous semble libre, oui, il l'est infiniment plus que nous, d'abord parce qu'il peut voler. Et je crois que c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'il se défie, de l'espace, mais c'est pas gratuit tout ça, c'est-à-dire que l'espérance de vie d'un oiseau c'est souvent très court, la mortalité chez les oiseaux est très importante dès la première année. Pensez que par exemple une hirondelle, on estime les hirondelles rustiques là qu'on voit tourner autour du château en ce moment, elles vont partir dans 15 jours, 3 semaines, et la moitié qui n'en reviendront pas l'année prochaine. 50% vont périr en migration. Donc la liberté a un prix déjà. Ça c'est quelque chose de... Voilà, c'est... ce que j'aime bien aussi moi dans cette notion de liberté, c'est l'absence de frontières. Je pense que l'homme, qui a créé les frontières? C'est l'homme. D'ailleurs la frontière n'existe pas, c'est quelque chose plus purement à part dans quelques endroits des risques de murs dans le sud des États-Unis ou en Israël, il n'y a pas de mur. Donc la notion de frontière, c'est quelque chose qui a été créé artificiellement par l'homme. Les animaux en ont pas, et c'est ces fameuses frontières qui vont créer des problèmes dans les migrations. Imaginez qu'il y ait des vraies frontières avec des murs, des obstacles dans la migration serait perturbée, et beaucoup d'espèces auraient disparu parce qu'elles sont passées. Et pour terminer, moi, ce que j'aime dans les oiseaux et dans cette liberté, c'est qu'elle... donc je vous disais, cette liberté dans l'espace et cette liberté aussi dans le temps. C'est-à-dire que pour moi, le plus bel exemple, le plus beau symbole de l'instant, c'est l'oiseau. Un oiseau, il se pose, vous le regardez, vous voyez au jumelle, il est déjà parti. C'est-à-dire que tout est l'instant. Et je dis souvent que l'ornithologue, c'est un lecteur d'instant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est toujours fugitif. Voilà. Et peut-être que ce côté fugace, qui d'ailleurs excite le désir, le désir de savoir plus, c'est finalement la plus belle conjonction qui donne au mot liberté ce côté exaltant et passionné qui nous anime tous les jours. Ce qui est compliqué pour les humains, parce que on rêve que de stabilité, de CDI pour la vie, surtout pas que ce soit fugace, de garantie, voilà. Point de vue du philosophe, enfin de la philosophe, pardon.
Moi, c'est vrai que cette question de la liberté, c'est quelque chose qui, à titre personnel, m'intéresse beaucoup. Et les oiseaux, effectivement, peuvent donner des pistes. Parce que, alors, il y a par exemple l'exemple du canari, vous avez peut-être fait ces expériences. Alors maintenant, il y a peut-être un peu moins de canaris en cage qu'il y avait autrefois, mais quand on leur ouvrait la cage, ils étaient complètement paniqués, ces pauvres canaris. Et souvent, ils avaient qu'une idée en tête, c'est revenir dans leur cage. Ils étaient tellement conditionnés à leur cage. D'un autre côté, il y a aussi les oiseaux en fait, qui meurent si on les enferme. Donc, il y a par exemple les quetzals, il y a les balbuzards pêcheurs aussi. Alors, ils ne supportent pas du tout, c'est même pas la peine. Et puis après, il y a entre guillemets le juste milieu, c'est-à-dire. Les plus beaux oiseaux. Et le juste milieu, c'est enfin le juste milieu. Ceux qui en fait sont intermédiaires, c'est finalement, je pense aux pigeons, aux colombes qui sont dans des pigeonniers, mais en liberté, ou alors les poules qui sont dans un poulailler, mais en liberté. C'est-à-dire qu'à la fois ils ont le confort de la domesticité et ils sont protégés des prédateurs, ils ont à manger, à boire tranquille, la belle vie, et en même temps ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent s'en aller s'ils ont envie, puis revenir quand ils veulent. Donc finalement, nous, c'est un peu la question, parce que la liberté pour l'être humain, c'est quand même très compliqué. On en a une soif absolue, et en même temps, c'est absolument terrifiant souvent. Et dans les périodes de notre vie où on est confronté à la liberté, que ce soit, par exemple, je pense aux gens quand ils passent à la retraite, ça peut être des moments un peu angoissants, parce que tout d'un coup, que faire de tout ce temps? Alors, il y en a qui le vivent très bien, mais d'autres mal. Et puis, ouais, cette liberté, s'autoriser à la liberté, c'est pas si simple, en fait. Les contraintes nous rassurent. On a tendance à se rogner nous-mêmes les ailes parce que c'est rassurant, même si on est frustré, même si, voilà. Et donc, du coup, et puis on a aussi tendance, ce qui est plus grave, à rogner les ailes de nos proches. C'est-à-dire que ça peut être par la jalousie avec son conjoint, ça peut être avec les enfants qui aujourd'hui n'ont plus le droit de rien faire, il ne faut plus qu'ils sortent, il ne faut plus qu'ils jouent dehors, parce que s'il leur arrivait quelque chose, alors bien sûr ça part d'un bon sentiment, mais nous, moi quand j'étais petite, avec mes amis, c'est vrai qu'on faisait des choses, je ne suis pas sûre que des parents actuels m'autoriseraient à aller gambader comme ça dans la nature. Et du coup voilà, c'est toujours cette question, comment on gère entre la sécurité et la liberté. Et finalement, je me dis que, moi, après c'est ma conclusion personnelle, c'est que finalement, si on fait en sorte d'avoir un nid douillet, ou que son conjoint, les gens qu'on aime moins nidouiller, finalement ils reviennent toujours au nid douillet, un peu comme les pigeons qui reviennent à leur pigeonnier, ou les poules à leur poulailler, si c'est agréable. Donc finalement, c'est peut-être ça la solution, c'est d'arriver à laisser assez de liberté à l'autre, mais que ça soit assez confortable pour qu'ils reviennent toujours au nid, quoi, finalement. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, d'accord. Moi, c'est pas une question. En fait, d'abord, pour vous, un livre qui est magnifique, vous qui aimez les poules, et qui a été écrit avec beaucoup d'amour. J'ai oublié le titre de l'auteur, mais le titre, c'est Le poil de plume. C'est l'actrice qui était Annie Dupéré. Ce livre est magnifique. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les oiseaux sont doués de sentiments. Chacun pense ce qu'il veut. Je prends en exemple le perroquet d'Irène Pepperberg, qui disait tous les soirs, en rentrant dans sa cage, il y allait volontiers pour dormir, « Bonsoir, à demain, je t'aime ». Si tous les hommes disaient ça à leur femme tous les soirs, ce serait bien. Ah, ça c'est trop bien, bravo. Et la troisième chose, malheureusement, c'est une histoire très triste de migration. Vous savez qu'il y a un pilote du LM qui a éduqué des oies dans le Massif central, il leur mettait le moteur, et il les a emmenés, tout ça dans un but de leur faire éviter les chasseurs, évidemment, nos crétins habituels. Et donc il leur a fait prendre un chemin, et ils se sont posés, je crois que c'est près d'une rivière ou d'une source, près d'un village. Et donc il a refait ça plusieurs fois, et donc ça a évité aux animaux de se faire dégommer par des plombs. Mais quand ils sont arrivés là-bas, la première fournée, le maire il a trouvé ça tellement beau, ces petits oiseaux, il leur a coupé le bout des ailes pour qu'ils ne se renvolent plus. Donc, pas de la bêtise. Alors, non, mais c'est pour en venir à la bêtise, un très bon dictionnaire. C'est un livre qui a été montré à la grande librairie, donc ça s'appelle textuellement Psychologie de la connerie. Il y a une vingtaine d'auteurs, dont Boris Cyrulnik. Merci Raymond. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur la capacité d'adaptation des oiseaux, notamment au réchauffement climatique.
Alors ça c'est un vaste sujet, hein, mais j'ai lu ou entendu, je ne sais plus, que par exemple il y avait des oiseaux qui commençaient déjà à adapter leur alimentation avec la disparition, la diminution des insectes. Est-ce que c'est effectivement le cas, ou qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, s'il vous plaît? Merci. Ah oui, c'est un vaste sujet donc, qui me touche beaucoup. Des épisodes de chaud, des épisodes de froid, il y en a toujours eu dans l'histoire de la Terre et de l'histoire des oiseaux. Le problème, c'est que toutes les espèces sont capables de s'adapter, sinon elles disparaissent. Donc, les espèces sont capables de s'adapter pour peu que l'on redonne le temps. Je crois que le gros problème de cet épisode de réchauffement climatique, c'est qu'il est extrêmement rapide. Parce qu'il a démarré, grosso modo, avec l'avènement de l'ère industrielle, c'est-à-dire vers 1860-1870. Donc c'est extrêmement court à l'échelle géologique de la Terre, c'est rien, c'est une fraction de seconde. Donc le gros problème aujourd'hui, c'est que oui, les oiseaux sont sur le papier, en théorie, capables de s'adapter, et point d'interrogation, voire non, dans le sens où le réchauffement climatique est tellement rapide que l'adaptation risque de ne pas être suffisamment rapide, en tout cas pour la plupart des espèces. Alors toujours des espèces qui vont peut-être s'adapter plus vite que d'autres. Il y a des exemples de ce qu'on appelle l'évolution en action qui font qu'en quelques générations, les oiseaux peuvent s'adapter, mais globalement, ça va être quand même plutôt compliqué. Quant au changement de régime alimentaire, ça a quand même pris quelques millions d'années pour que certaines espèces soient insectivores, ou granivores, ou herbivores. Je ne vois pas bien une hirondelle qui ne se nourrit exclusivement que d'insectes en 2 ou 3 décennies devenir granivore. J'y crois pas. Voilà. Donc, non, les adaptations, oui, il y a des espèces qui sont omnivores, il y a des espèces qui sont granivores et insectivores de façon saisonnière, c'est-à-dire que les moineaux, par exemple, mangent plutôt des insectes en été et plutôt des graines en hiver. Est-ce que le moineau va s'adapter à devenir de plus en plus granivore? C'est possible. Encore une fois, il ne le fera pas en 3 jours, ni en 3 décennies. Les oiseaux strictement insectivores, ou les mammifères strictement insectivores, je les vois mal s'adapter sur un pas de temps aussi court. Oui, bonjour. Avez-vous un avis, et si oui, lequel, la philosophe et l'ornithologue, sur l'homme qui a voulu domestiquer les oiseaux, je pense les oiseaux de ferme, mais aussi les canaris, les grilles du Gabon, les perruches. Je pense notamment à avant-hier, j'étais au Mont-Saint-Michel et j'ai croisé un monsieur qui avait une perruche sur l'épaule. Ils avaient l'air d'être heureux tous les deux. Voilà. Quel avis avez-vous sur cette domestication des oiseaux? Ah ben voilà, tiens, c'est bon. Un avis, c'est-à-dire, moi je trouve ça embêtant pour tout ce qui concerne les oiseaux exotiques qui, à mon avis, sont bien mieux à vivre là où ils doivent être, notamment c'est des oiseaux qui subissent beaucoup de trafic. Il y a même aussi des oiseaux de chez nous, les chardonnerets, etc., qui sont capturés pour être en cage. Tous ces oiseaux-là, d'ailleurs, c'est pas des oiseaux vraiment domestiqués, c'est pas vraiment domestiqué depuis très longtemps comme les poules, par exemple. C'est des oiseaux plutôt qui sont prélevés dans leur environnement et qui sont déjà tellement, entre guillemets, en danger chez eux que ça me... Voilà, pour tout ça, je sais que mon frère a un perroquet, je trouve que c'est pas une bonne idée, quoi. Je trouve que c'est des animaux en plus qui sont pas faits pour... Quand on les voit en fait vivre dans les forêts tropicales, c'est des oiseaux qui volent beaucoup, qui ont besoin vraiment d'espace, et ils sont pas faits pour être, à mon avis, dans une cage, quoi, dans une maison. Après, des poules sur 1 hectare comme j'ai à la maison, ça me pose aucun souci. C'est des animaux qui sont domestiqués depuis longtemps, puis moi, c'est vrai que j'ai du mal à me passer de poules. Donc voilà, c'est la question de la domestication. Et après, sur les espèces qu'on a vraiment domestiquées depuis longtemps, que ce soit les poules, mais ça peut être aussi les autres animaux domestiques en général, la question c'est comment on les traite, si on les traite bien, si on leur offre un cadre de vie où ils sont heureux. C'est des animaux qui sont de toute façon domestiques et qui de toute façon sont liés à l'homme désormais. Donc voilà, c'est mon point de vue. Non, c'est juste la même chose, c'est simplement que la domestication en soi, c'est ce qu'on en a fait aussi quand on parlait des poules. Aujourd'hui, quand on met 10 poules sur 1 mètre carré, on peut quand même se poser la question. C'est encore une fois l'homme qui, dans sa perversité infinie, a réussi à faire des choses totalement inhumaines. Donc, voilà. Bon,
rejoint toujours le problème de la bêtise. Il faudra vraiment faire un sujet autour de la bêtise animale, de la bouche humaine. Bêtise humaine et intelligence animale. J'ai une question, c'est plus philosophique, je pense. Mais on entend beaucoup, enfin, quand on parle des animaux, que ce soit ici ou ailleurs, on parle tout le temps de l'instinct, c'est toujours tout ce que font les animaux, c'est toujours une question de survie de l'espèce. Et on ne parle jamais du libre arbitre des animaux. Et pourtant, on en parle tout le temps pour l'être humain. L'être humain, soi-disant, a un libre arbitre. Mais on n'en parle jamais pour les animaux. Alors, est-ce que l'humain a réellement un libre arbitre et comme les animaux? Alors ça, c'est une question philosophique profonde que vous posez, effectivement. Donc, je pense qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Pour l'humain, par exemple, on en parle un peu dans le livre, quand votre mari vous emmène des croissants le matin, peut-être que c'est aussi à des finalités plus tard de survie de l'espèce. Enfin, il y a quelque chose d'instinctif aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, mais justement, c'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment du libre arbitre ou est-ce que c'est une stratégie? De la même façon que d'apporter un petit insecte Génétiquement programmé. Ça comme oiseau. Donc voilà, bien sûr que nous aussi, on a toute une part instinctive aussi. Et on se sent entre guillemets, les humains ont un tel narcissisme qu'ils s'imaginent qu'eux, ils font tout librement, alors que bien sûr que l'instinct est très fort aussi. Et chez les animaux, moi j'aurais tendance à penser que bien sûr il y a une partie d'instinct, puis après au quotidien, quand on les voit, il y a aussi des choses qu'ils font aussi gratuitement, quoi, parce qu'ils ont envie d'aller voir là, ou de la curiosité, quand tu parles du rougeurge qui est curieux aussi. Un bain de poussière, voilà, un bain de poussière. Je pense que on n'a pas toutes les réponses ni pour les uns ni pour les autres, mais je pense qu'ils ont quand même une part aussi de libre arbitre sur sur leurs petites décisions. Des fois ils se trompent, ils font des erreurs dans leur choix. Les animaux comme nous, et puis nous aussi on pense parfois faire les choses, les avoir décidées, alors qu'en fait on les a peut-être pas tant décidées que ça finalement, quoi. C'est à la fois l'espèce qui nous incite à le faire, c'est la pression sociale, c'est plein de choses en fait. Donc c'est vrai que la question de la liberté aussi chez les hommes est déjà bien complexe. Donc chez les animaux, voilà, c'est juste un point de vue. Mais une histoire de l'intelligence. Nous jugeons les animaux, nous hommes jugeons les animaux, et qui nous juge nous? Quelle est l'entité supérieure capable de nous juger, de nous voir indépendamment comme un scientifique devrait le faire? Et de dire, voilà, les hommes sont intelligents, c'est similaire, qui? Personne. Non, on est totalement... Donc on est juge et parti. On est juge et parti, et puis moi je trouve que ce regard ne devrait pas exister. On est une espèce extrêmement narcissique, ça c'est quand même extraordinaire. On se glorifie en permanence, mais on est supérieur. Et on oublie et par contre on fait quand même plein de choses très très horribles que les animaux ne font pas, et ça voilà, l'humanité c'est un mot qui nous semble très merveilleux, mais l'humanité c'est aussi voilà, c'est des belles choses, mais c'est aussi plein d'horreurs que ne font pas non plus les animaux, à ce point, de façon aussi machiavélique. Pour compléter, c'est un truc quand même, moi qui me fascine, je suis fasciné par ça, c'est que y a-t-il une espèce au monde qui soit capable de détruire son environnement naturel? Est-ce que vous connaissez une espèce? Oui, Homo sapiens. Voilà, il n'y en a qu'une, une ver de terre, jusqu'au primate. Et alors en plus, elle le fait sciemment. C'est se dire qu'on est capable de détruire le milieu naturel qui nous supporte, parce qu'on sait que les services rendus par la nature, c'est quand même 70% de notre existence. Ça porte un nom, hein, ça s'appelle le suicide. Hein. Appelez-le comme vous voulez, moi j'appelle encore la bêtise pour pas dire autre chose, mais franchement c'est incroyable. Enfin, quand on prend 3 secondes pour se poser la question, c'est dire, y a-t-il une espèce qui est capable de... Non. Il y a des mécanismes de régulation qui se font lorsqu'il y a une densité trop importante dans une espèce. Bref, il y a 1000 choses. Nous, non. C'est-à-dire que sciemment, on continue à détruire notre milieu naturel. Non, mais... Oui, il y a l'argent, il y a la politique, il y a tout ce que vous voulez, mais quand même le faire, quoi. Comment se fait-il qu'il y ait... Enfin, voilà. On appelle ça le libre arbitre. C'est ça. Voilà. La liberté. Oui, je voulais vous poser 2 questions. D'une part,
Les canards dont vous parliez de leur période de mue, c'est à quelle période qu'ils muent? Parce que est-ce que du coup ils se mettent en vulnérabilité en essayant de se cacher dans une période où il n'y a pas la chasse, par exemple? Est-ce que c'est coordonné avec les périodes de chasse? Est-ce qu'on y fait attention, ça? Et puis, un autre aspect, est-ce que les oiseaux ont la notion de leur chant? Est-ce qu'ils ont la notion, vous pensez, de produire de la mélodie? Parce que nous, je ne sais pas s'il y a d'autres espèces avec les oiseaux et nous, finalement, qui pouvons utiliser nos cordes vocales. Enfin, je ne sais pas si les oiseaux ont des cordes vocales, enfin, si ça s'appelle comme ça, mais nous, on sait qu'on peut produire du chant. Est-ce que les oiseaux ont cette notion-là? Et est-ce qu'ils l'utilisent avec le même plaisir de mélodie que nous, quelque part? Et est-ce qu'il y a d'autres espèces animales qui chantent en utilisant leur chant? Ben, c'est que des bonnes questions. Donc, je vais vous répondre. La première concernant les canards. Alors c'est quand même plutôt, là pour une fois, plutôt les humains qui sont adaptés, puisque la mue chez les canards, la mue complète a lieu juste après la période de reproduction. C'est-à-dire que là, les canards sont d'affreux machos, les mâles, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fécondé la femelle, ils s'en vont, ils quittent, et le mâle ne prend absolument pas part à l'élevage des jeunes, contrairement aux oies qui sont leurs proches cousins, ou les deux. Donc les mâles, sitôt la reproduction engagée, vont entamer leur mue. Donc ça veut dire juin, juillet. Donc grosso modo, c'est une période où il n'y a pas de chasse. Donc la prédation ne vient que, entre guillemets, la prédation ne peut être que naturelle. Mais rassurez-vous, dès le 15 juillet, on a l'ouverture de la chasse, parce qu'on considère que les canards ont fini. C'est une aberration, parce que certains canards congeurs, comme les figules, n'ont pas fini leur mue. Fermons le banc. Donc voilà, globalement, c'est plutôt, voilà, on en a pris conscience. Votre autre question sur le chant, c'est très intéressant parce que justement, il y a des études tout à fait récentes qui ont montré que chez certains oiseaux chanteurs, notamment chez les grives, chez certaines espèces de grives, mais aussi de fauvettes, on s'est aperçu qu'un mâle, par exemple, de fauvette à tête noire qui chante, il chante tranquille, une belle voix, une belle il est tout seul. S'il est tout seul, il va chanter bien, simplement bien. Et on s'aperçoit que lorsque la densité de chanteurs est beaucoup plus forte, alors les oiseaux vont rajouter des strophes à leur chant, pour avoir un chant plus riche, plus complexe, qui aura donc tendance à attirer davantage une femelle qui va se dire « Tiens, celui-là, il a quand même un chant plus riche que le copain. » S'il a un chant plus riche que le copain, c'est que de toute façon, en production, il doit être meilleur. Et donc, en fait, effectivement, il y a une sorte de stimulation qui fait que lorsque la densité de chanteurs est importante chez certaines espèces, alors le chant va se complexifier et va s'enrichir de strophes qui, en d'autres circonstances, ne seraient pas apparues. Donc ça, c'est intéressant. Le plaisir des oiseaux à chanter, moi je suis sûr que oui. Il se trouve aussi qu'effectivement, c'est une sorte d'émulation. Enfin, il y a plusieurs chanteurs, ils vont aussi chanter plus fort. Les étourneaux, oui, alors le chant des étourneaux, c'est pas ce qu'il y a de plus gracieux. Ouais, peut-être bien, mais c'est pas vraiment gracieux, puisque ça incorpore des klaxons de voiture, des sonneries de smartphone, des grésillements d'appareils. Et en fait, visiblement, ils prennent un grand plaisir à rajouter tous ces trucs qui nous écorchent les oreilles. Donc je pense qu'ils ont peut-être un vrai plaisir. Et puis quant au chant d'autres espèces, je pense que le hurlement des loups, le chant des baleines, je pense que ça fait partie effectivement des vocalisations sonores et donc des chants, même si on peut mettre des guillemets, quoique les guillemets c'est nous qui les mettons. Donc le chant, je pense qu'une cigale a peut-être autant de plaisir à chanter qu'un merle noir. Non, je rajouterais juste que les spécialistes qu'on a vus de chants de baleines, on est en train de découvrir que les chants de baleines vont sur des milliers de kilomètres, qu'ils ont ces vibratoires, c'est sans doute, elles se soignent sans doute avec ça, elles s'aident à accoucher avec ça, bah, c'est délirant quoi. Donc je pense que sur le chant des baleines, en tout cas, là on a un gouffre encore de découvertes et de connaissances extraordinaires. Elles ont des modes, elles ont des modes, il y a des hit parades, il y a un chant qui est à la mode certaines années, d'autres pas, donc t'es ringard ou t'es à la mode, enfin c'est délirant, ouais, c'est incroyable.
Une ou deux petites autres questions, parce qu'après, il faut qu'on aille à la discussion au jardin. Je pense qu'il y aura plein de choses à dire avec vous aussi. Je voulais vous demander ce que vous pensiez de la façon de gérer la mort chez les oiseaux. Ah, c'est bien. Juste pour introduire, c'est une vraie question parce que est-ce que vous voyez souvent des cadavres d'oiseaux? À part ceux qui sont tués par les chasseurs ou par la route. Mais donc, c'est ce que vous disiez, la fameuse phrase « les oiseaux se cachent pour mourir », ça c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que nous, les ornithologues, on voit très peu d'oiseaux morts naturellement. L'autre jour, j'étais en mer, là, parce que j'habite vraiment bien, il y avait un puffin, donc un oiseau marin qui était mort comme ça, fraîchement. Bon, c'est vrai que se cacher sur l'océan, c'est plus compliqué, donc peut-être qu'on les voit plus facilement. Mais voilà, alors maintenant, je te laisse là-dessus. En fait, les oiseaux, après, oui, les oiseaux se cachent pour mourir, mais après, il y a aussi la question, alors ça concerne l'animalité en général, dans la nature et chez les animaux, quand on meurt, entre guillemets, on meurt vite. Hein. Et ça se semble toujours un petit peu cruel, le côté prédation, le côté mort rapide chez les animaux, mais moi je m'interroge si c'est si cruel que ça, parce que nous on a quand même une capacité à pouvoir faire traîner des mourants, enfin moi je l'ai vécu dans ma vie, des gens qui sont, des acharnements médicaux sur des gens qui vont agonir pendant des mois, tous nos grands-parents qui peuvent vivre jusqu'à 100 ans maintenant, mais enfin comme des légumes dans des maisons de retraite. Est-ce que c'est où se situe la cruauté finalement? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que la nature est si cruelle de faire que les agonies soient brèves et que finalement ça se passe vite quoi? Moi je suis pas sûre que la cruauté, encore une fois, soit du côté de la nature et que nous on peut quand même créer des situations avec plein de bonne volonté, plein de bons sentiments, mais qui peuvent être finalement assez terribles en réalité. Je rajouterais juste que Philippe est au courant, il y a eu une scène filmée de Pi, avec une pie qui avait été sautée, écrasée, qui était morte, où là vraiment on a vu les pies venir, entourer la pie, s'agiter beaucoup, jeter des brindilles, enfin presque comme un enterrement. Alors je fais de l'anthropomorphisme bien sûr là, mais symboliquement c'était très intéressant, ça a été filmé et je pense que pas mal de scientifiques vont s'intéresser à cette scène. Ouais. Une dernière petite question, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Il y en avait deux, il y a une dame. Non mais j'avais deux petites questions. Alors deux petites questions. Il y en a une troisième là-bas. Non mais c'est pas grave, vous en aurez moins à la discussion au jardin, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors il y a une dame et une autre dame. Merci, c'est un commentaire et une question en fait. Pour faire suite à ce que disait Yolène, j'ai vu une petite vidéo où un oiseau était rentré dans une vitre, tombé assommé par terre, et son copain, avec qui il était, lui a fait presque un massage cardiaque en rebondissant dessus jusqu'à ce que l'oiseau se réveille. Et donc, non mais si on me l'avait raconté, je ne l'aurais pas cru, mais j'ai vu ce film, c'était hallucinant. Donc ma question c'est sur l'entraide chez les oiseaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est vrai que souvent, on peut l'observer chez les animaux domestiques aussi, moi je l'ai observé chez les poules aussi, quand il y en a une qui a l'air un peu flagada, les autres viennent et lui donnent des petits coups de bec mais gentils, leur de dire « Eh oh, qu'est-ce qui se passe ?» comme s'il la secoue un peu. Alors je ne sais pas si Philippe, tu as des explications scientifiques. Donc l'entraide est très connue chez les oiseaux. Il y a pas mal d'oiseaux qui font deux couvées par an. Et chez ces espèces-là, bien souvent, les poussins de la première couvée vont aider les adultes à nourrir les poussins de la seconde. Voilà. Donc il y a énormément d'entraide, oui. Beaucoup. On a vu effectivement des oiseaux un peu débilitants être nourris, des adultes nourris par d'autres. Voilà. Donc cette entraide, oui, elle n'existe pas chez les humains ni chez les grands singes. Je pense qu'elle existe dans tout le règne animal. Non, elle existe un peu chez les humains. Ah bon? Bon, on va lui donner une petite leçon d'espoir tout à l'heure. Il y a aussi des gens bien, tu sais, il y a quand même des humains bien. La preuve, cette salle. La question, s'il vous plaît. Oui, c'est pour aller dans le sens de l'entraide. C'est un exemple qui m'est arrivé. En fait, j'ai deux poules. J'ai récupéré il y a quelques mois deux poules pondeuses, une d'élevage de plein air, l'autre d'élevage industriel, c'est-à-dire en cage. Bon, la première était, je dirais, normale, c'est-à-dire qu'elle avait toutes ses plumes, elle se comportait normalement, elle tenait debout.
La deuxième n'avait plus une seule plume. Elle était rouge au point où j'ai cru qu'elle allait avoir une infection tellement elle était en mauvais état. Et elle ne pouvait pas tenir debout et encore moins se mettre sur une patte pour pouvoir se gratter comme les poules le font pour se nettoyer le bec, la tête. Bon. Et la poule qui était en bon état s'est occupée de la copine avec son bec, en la nettoyant régulièrement, en lui grattant la terre pour faire venir les petits insectes qu'il peut y avoir dans la terre, le blé que j'avais pu mettre dans l'enclos, et l'appelait comme une mère poule, puisque j'ai déjà eu des petits aussi, comme une mère poule peut appeler ses poussins. Et l'autre, petit à petit, a réussi à se mettre sur ses deux pattes et à suivre la copine qui l'aidait. Et le soir, bon, il a fallu évidemment la porter pour la mettre à l'abri dans le poulailler. Et comme il faisait froid, l'autre s'est blotti contre elle pour lui tenir chaud, jusqu'à ce que les plumes commencent à repousser au bout d'une quinzaine de jours. J'ai passé beaucoup de temps à observer parce que je dois dire que j'ai été vraiment perplexe par rapport à cette entraide, cette solidarité qui a eu lieu entre surtout cette poule par rapport à sa copine. Oui, c'est une très belle histoire et c'est vrai qu'en fait le problème par rapport à la science, c'est que toutes ces petites observations, ce qu'on fait spontanément chacun dans nos jardins, on ne peut pas les... Enfin, c'est des choses qu'on observe mais qui n'auraient pas lieu forcément dans un protocole scientifique. Donc c'est vrai que toutes ces... Moi c'est pareil, mes poules, elles me font pas mal rire aussi, c'est quand il y en a une qui va pondre, il y a les copines qui viennent et puis qui se mettent autour, on dirait qu'il y a un comité de soutien, là, alors vas-y, pond ton œuf, c'est assez rigolo de les voir faire. Moi je pense qu'effectivement chez les animaux, surtout aussi ils ont des liens d'amitié, en fait, ils sont proches les uns des autres, oui. On a quand même pas mal prouvé, nos scientifiques, l'entraide et nos enfants de Zeval et beaucoup là-dessus. Écoutez, on va se retrouver donc pour la discussion au jardin. Alors c'est à la forêt delphique, c'est côté Guépard. Donc on retrouve Philippe et Elise pour discuter et après donc la même chose, on se retrouve au restaurant pour le livre, ceux qui veulent acheter le livre, le dédicacer. Et avant que vous partiez, je pense qu'il mérite un énorme applaudissement.